La plupart du temps, l'étroite bande de terre qui sépare l'Afrique du Sud occidentale et l'océan est sévère et impitoyable. Cette ceinture aride du littoral s'appelle le Seinveld ou prairie de sable. Mais pour les créatures qui vivent dans l'océan, c'est une toute autre histoire. Ce courant des plus prolifiques est généreux avec chaque habitant de la mer. Pour ceux qui survivent aux températures froides, aux tempêtes et aux houles agitées, ce monde sous-marin est un véritable refuge. Le Seinveld est une terre de contraste et chaque espèce s'est adaptée pour supporter un habitat volatile. La frontière ouest entre l'Afrique du Sud et l'océan est un terrain aride et accidenté. Cette étroite bande de terre qui borde l'océan, le Seinveld, est aussi inflexible que belle. Le sable qui recouvre la côte est gros et drainé. On y trouve essentiellement de solides arbustes et leurs habitants. Les saisons fluctuent d'un extrême à l'autre. Les habitants du Seinveld doivent résister aux vents incessants, aux embruns chargés de sel et au soleil brûlant. Mais pendant une courte période de l'année, après la saison des pluies, le mois d'août apporte une nouvelle vie et le paysage se transforme en paradis. Alors qu'ils attendent patiemment l'arrivée du printemps, les animaux de cette bande de terre endurent sans limite leur impitoyable habitat. L'océan dessine un tout autre panorama. Le rivage rocailleux qui sépare brutalement le lien entre le Seinveld et l'océan est riche et nourricier. La mer est aussi abondante que la terre est rare. Pendant que les créatures terrestres combattent la dureté de la terre, ceux qui vivent en groupe dans la mer apprécient la générosité de l'océan. Les voisins de ces deux royaumes limitrophes sont aussi dissemblables que leurs habitats. Et ici, chaque animal compose avec les saisons et le monde dans lequel il vit. Cette plage au nord du Seinveld est la demeure de l'otarie à fourrure d'Afrique du Sud, et sa base permanente. Les otaries sont des mammifères qui vivent dans l'océan, mais elles gardent un lien étroit avec la terre ferme. Elles passent la plupart du temps dans l'eau, bien que venant à terre pour s'y reposer et mettre bas.
Les otaries sont un curieux mélange d'espèces coincées entre deux mondes diamétralement opposés, quelque part entre la Terre et l'océan. Elles sont beaucoup plus lourdes lorsqu'elles se déplacent sur le sol, ce qui les rend vulnérables face aux prédateurs, mais aussi lorsqu'elles doivent se reproduire. C'est pourquoi les colonies d'otaries se forment seulement là où les prédateurs terrestres sont rares. Les sites idoines se font rares. Cette plage à Kleinsee dans le Seinveld compte la plus grande colonie d'otaries à fourrure du monde. Quand on est si nombreux, avoir de la place est un véritable luxe que seuls les mâles dominants peuvent s'octroyer. Un territoire de mâles dominants fructueux peut accueillir jusqu'à 30 femelles et leur progéniture. Les petits seront allaités pendant 10 mois jusqu'au printemps. Ensuite, les gros mâles se battront pour les meilleurs sites de reproduction forçant les plus jeunes à affronter seuls l'océan. L'arrivée du printemps marque le début de leur indépendance. De par la double nature de leur existence, les otaries ont le choix soit d'affronter les dangers de l'océan Atlantique ou la rudesse de la terre ferme. Tous les animaux n'ont pas cette chance. Alors que le printemps est synonyme d'exil pour les bébés otaries, les habitants enclavés du Seinveld tentent désespérément son arrivée. Enfermés entre les barrières de montagne et les rivières d'un côté et l'Atlantique de l'autre, les animaux qui vivent ici doivent endurer un été chaud et un hiver humide, tout en attendant la brève trêve du printemps. Pendant l'été, le Seinveld est hostile et ses ressources rares. Les températures peuvent aller jusqu'à 50 degrés Celsius. Et seulement 14 mm de pluie tombent chaque mois. Ceux qui vivent ici se contentent de peu. Et la mort rôde constamment. Les plus petites créatures ont fait de cet environnement leur maison. La tortue à soc d'Afrique du Sud est condamnée à déambuler dans le Seinveld. Elle se déplace péniblement à la recherche d'un abri. Robuste et téméraire, elle est capable de survivre en milieu hostile, car un certain nombre d'astuces l'aident à s'adapter à son habitat sec. Sa peau est dure et imperméable, ce qui réduit considérablement la perte d'eau. Le vent aride du Seinveld dessèche constamment tout ce qu'il rencontre. Et la tortue à soc évite autant que possible de s'éloigner des arbustes qui l'abritent.
la clé de sa survie est sa nature timide. Mais d'autres reptiles se sont adaptés pour profiter de l'abondante exposition de ces terres ouvertes. Là où d'autres cherchent à la fuir par tous les moyens, pour les lézards du Senneveld, la chaleur est source de vie et de mobilité. Ils ont le sang froid. Ils doivent donc rester au soleil afin de réguler leur température corporelle. Et ceci est autant un fardeau qu'une bénédiction. Surtout dans le Senneveld. Car pour ce lézard du Cap, cela signifie qu'il doit s'exposer aux dangers des prédateurs. Ces rochers, qui sont le lieu de villégiature préféré des lézards, sont aussi le terrain de chasse favori de la cresserelle des rochers. Mais ces rochers servent aussi de principale défense aux reptiles du Senneveld. Celui-ci sera épargné, mais peut-être pas pour longtemps, car bientôt, il devra se remettre en quête de chaleur et de nourriture. Il se sert à la fois des crevasses des rochers comme abri et de leur surface pour se prélasser. C'est une double fonction qui incite ces petits reptiles à manœuvrer constamment autour de ces rochers du Senneveld. Certaines espèces semblent avoir résolu ce dilemme de manière fort intéressante. Le lézard d'Armadie est pourvu d'une véritable armure qui recouvre son corps et sa queue. En revanche, son abdomen mou est des plus vulnérables. Il s'est donc adapté à cette particularité de la plus bizarre des façons. Il se mord la queue pour protéger cette partie du corps. Ce reptile a une autre tactique pour se protéger des prédateurs du Senneveld. Le lézard d'Armadie vit en groupe. De nombreuses sentinelles se postent, faisant face à toutes les directions. Si le danger vient du ciel ou du sol, n'importe quel lézard sera en mesure de le voir. Ils attendent protégés par les dévers des roches et s'éloignent uniquement pour manger ou pour prendre un bain de soleil. Ces groupes sont hiérarchisés. Et quand la nourriture est limitée, seuls les plus dominants en profitent. La sociabilisation chez les lézards n'est pas chose courante, et leur protection n'est pas illimitée. Alors, le lézard d'Armadie se regroupe pour trouver de la nourriture, un abri ou pour échapper aux prédateurs.
il n'est pas aisé de trouver un refuge dans le Senneveld. Seule la plus résistante des végétations peut survivre sur ce terrain difficile. Voici le fynbos du Namaqualand-Sand. Il s'étend sur 110 000 hectares dans le Senneveld. C'est le plus aride des fynbos. Dans certaines zones, il survit avec une faible pluviométrie inférieure à 100 mm par an. Donc, comme tout ce qui vit ici, il déploie des trésors d'ingéniosité pour survivre à la rudesse de son habitat. Quand le courant de Benguela surgit près des côtes, il remonte de l'eau froide des profondeurs jusqu'à la surface. Les vents dominants soufflent de la terre vers la mer, chargés d'air chaud et d'humidité. L'humidité chaude heurte la surface froide de l'eau, provoquant un épais brouillard. Ici, l'océan nourrit la terre. Brouillard et vent sont présents au moins 120 nuits par an. Et ils sont une bénédiction pour les plantes locales. On estime que l'humidité fournie par le brouillard de Senneveld équivaut à 3 fois son niveau pluviométrique. Ici, la pénurie de la terre et l'abondance de l'océan se rencontrent. C'est pourquoi les plantes se sont développées pour en faire leur principale source de nutriments. Dans cet habitat, les racines de nombreuses espèces ont de nombreuses et fines divisions juste au-dessus de la terre. Ceci contribue à optimiser l'apport hydrique. Dans ces conditions, une plante des plus intrigantes fleurit dans le fynbos. La tête de méduse. Elle a hérité de ce nom en raison de ses tentacules qui sortent tels les serpents de la tête du fameux personnage mythologique grec. Cette dernière survit à ce milieu hostile en restant en partie sous terre, laissant seules ses branches apparentes. Et il existe une créature qui a une relation inattendue avec ses flèches en serpentin. Le saurien est l'un des rares membres de son espèce à ne pas se cacher entre les rochers. Sa tête et son corps ne sont pas aplatis comme les autres lézards annelés, ce qui reflète sa prédilection pour une vie éloignée des rochers. Il a un autre moyen de se défendre des éléments et des prédateurs de Senneveld. La plante protège ce reptile comme le rocher protège le lézard d'Armadie. Sous la menace d'un prédateur, il peut se perdre lui-même dans le labyrinthe de ses tiges. Elle offre d'autres avantages utiles. Comme les invertébrés viennent aussi s'y abriter, les lézards n'ont pas à aller très loin pour se nourrir.
Le room service leur est offert en plus du bail. Les euphorbes têtes de méduse capables d'offrir ce service 5 étoiles ne sont pas nombreuses. La concurrence est donc féroce. Il existe une hiérarchie parmi les plantes locales. Celles qui sont les plus basses sont condamnées aux flèches les plus exposées. Les lézards les plus forts sont les mieux lotis. Ils se perchent là où les prédateurs ne pourront pas accéder. Cet habitat implacable aboutit à ce genre de compromis nécessaire. La rudesse a conduit ce lézard d'ordinaire solitaire à vivre en communauté. Jusqu'à l'arrivée des pluies d'hiver, le Senneveld abandonne un peu plus ses habitants. Les antilopes sauteuses vivent dans l'aridité. Elles paissent au milieu des dunes maigres et sont capables de digérer de l'herbe jeune et tendre, ainsi qu'une variété d'arbustes et de plantes grasses dont ces dernières sont bien pourvues. Mais leur principal point fort pour survivre sur ces terres est leur capacité à se passer d'eau. C'est aussi l'astuce que le plus grand mammifère du Senneveld utilise pour traverser l'été. L'élan du Cap peut vivre de longues périodes sans boire. Cette famille nomade se déplace constamment à travers le Senneveld. Il supporte très bien son habitat et sa diète extrêmement variée lui permet de s'en sortir. Mais pour survivre, les plantes qu'il ingère doivent contenir une humidité suffisante. Cette famille devra se contenter du peu qui lui est offert jusqu'aux prochaines pluies. Tandis que sur Terre, les animaux endurent la chaleur estivale, l'océan continue de faire jaillir la vie. Le courant de Benguela se déplace vers la côte et en raison de la rotation de la Terre, l'eau à sa surface se détourne du rivage. Si les vents dominants d'été s'en mêlent, alors on obtient une eau froide, riche en nutriments et profonde de 300 mètres. Comme l'eau riche en nutriments peu profonde et suffisamment déviée pour rencontrer les rayons du soleil, on assiste à une explosion de vie. Des tas d'algues flottantes apparaissent à la surface et attirent d'immenses bancs de poissons qui, à leur tour, tirent les carnivores. Parmi eux, des centaines de milliers d'otaries à fourrure du Cap et des oiseaux de mer qui viennent se nourrir. Des tas de kelp absorbent les nutriments présents dans l'eau et lavent le rivage. Tandis que les vents fouettent et battent l'océan,
Il crée une épaisse mousse chargée de matière organique. Ces nuages hydriques sont riches en matière biologique et nourrissent les zones intertidales. Un afflux constant de nutriments colonise le bord de mer sous différentes formes. Ce qui attire certains visiteurs inattendus. Le flamant rose utilise son bec pour filtrer la surface de l'eau afin d'optimiser les nutriments qu'il peut extraire. Cette particularité est mieux adaptée aux eaux d'un lac et beaucoup plus difficile à pratiquer en milieu marin. Mais il persévère afin de profiter du banquet que le littoral lui offre. Les zones intertidales sont le portail entre le Seinveld et l'océan. Et elles sont riches en nutriments. La marée emplit et désemplit les piscines d'eau de mer entre les rochers sans discontinuer. Inondés 2 fois par jour, les animaux qui vivent ici doivent être capables de composer avec 2 mondes. Une partie du temps, ils sont complètement submergés, et le reste du temps, entièrement à découvert. Certaines espèces arrivent à s'adapter à ce monde agité. Mais la plus prospère n'est pas d'ici. La moule méditerranéenne est arrivée dans les années 70, transportée par l'eau de ballast des navires-citernes en provenance d'Europe. Elle a totalement remplacé l'invertébré intertidal local en raison de sa croissance plus rapide et son rythme de reproduction. Mais ce succès a joué en partie un rôle dans la réintroduction d'un autre habitant du Seinveld. L'huîtrier de Moquin noir est une espèce sud-africaine menacée. Mais son nombre est en légère croissance. Il a entièrement adapté son régime en y incorporant cette surabondante étrangère, ce qui a augmenté sa reproduction. Pour se nourrir de moules, l'huîtrier doit attendre que la moule elle-même commence à se nourrir. Quand ils se nourrissent, ces mollusques filtrent l'eau à l'intérieur de leur coquille et pour ce faire, ils doivent relâcher leurs valves très serrées. C'est le moment que choisit l'oiseau pour recueillir ce mets délicieux. La moule méditerranéenne représente aujourd'hui 90% du régime alimentaire de cet oiseau en voie d'extinction. Et elle a contribué à augmenter la population d'huîtriers de Moquin de 30% ces 30 dernières années. Le courant de Benguela est le premier moteur de vie ici. Il détermine le nombre d'animaux aquatiques qui vivent dans la mer et fournit par ailleurs de l'humidité sous forme de brouillard et de brume pour ceux qui doivent supporter l'environnement du Seinveld. L'hiver apporte la pluie.
La terre desséchée est inondée. Le niveau pluviométrique est 6 fois plus important qu'à la saison sèche. Et alors que les nuages se dispersent et que le soleil printanier apparaît, de nouvelles vies éclosent sur la côte. Les changements de saison apportent des transformations et du relief, ce qui attire un autre habitant très particulier du Senneveld. La chenille à taches blanches des montagnes. On ne sait pas grand-chose au sujet de cet insecte. Sauf que lorsque la pluie cesse, elle sort pour dévorer les feuilles des arbustes du bush. Elle colonise ces plantes et grandit en abondance dans le West Coast National Park. Quand les mâles deviendront papillons, ils déploieront de longues ailes et des bouches imparfaites qui les empêcheront de se nourrir. Et les femelles sont tout aussi étranges. Elles n'ont pas d'ailes, leurs yeux, leur tête et leurs antennes ne poussent pas, et leurs pattes sont trop courtes pour leurs activités quotidiennes. En conséquence, elles ne quitteront jamais leur cocon, mais chercheront un mâle pour s'accoupler avec elles. Elles y pondront une centaine d'œufs et mourront. Les œufs seront cachés dans leur corps flétri tout le long du rude été et de l'hiver humide. Puis, ils écloreront au printemps, consommeront ces mêmes plantes et se reproduiront à nouveau, faisant perdurer le cycle de la vie. Cette activité frénétique est l'un des premiers signes du passage de l'hiver vers un printemps balbutiant. Le tisserin du Cap mâle commence à façonner son nid. Cet oiseau très habile le fabrique délicatement. Les mâles qui auront le nid le plus attirant seront les reproducteurs les plus performants. Une fois que le nid est prêt, ils se postent à l'entrée de leur maison et se font remarquer aux femelles qui passent pour tenter de les y attirer. Ils sont polygames. Un animal bien bâti peut séduire jusqu'à 7 partenaires si le tisserin réussit à les faire entrer tout à l'intérieur. Le moment venu, la femelle attendra dans le nid et couvra ses œufs. Mais séduire une femelle est plus difficile qu'il n'y paraît. Les mâles doivent faire constamment des efforts pour trouver des partenaires. Les tisserins ne sont pas les seuls oiseaux qui revivent à l'arrivée du printemps. Les échassiers se reproduisent en été en Sibérie. Mais quand l'hiver arctique arrive, ils entreprennent une grande migration qui se termine ici, au printemps.
Le lagon de Langeban, à l'intérieur du West Coast National Park, accueille 55 000 échassiers chaque année. Leur arrivée inaugure une période d'abondance pour le Senneveld. Ils se nourrissent de grandes quantités d'invertébrés présents dans le lagon. À eux seuls, ils en consomment plus de 150 tonnes par an. Les eaux deviennent un centre d'activité constant. Ces oiseaux migrateurs traversent la Terre pour profiter du printemps du Senneveld et de toute la nourriture que le lagon offre. L'heure est venue pour les bébés phoques d'affronter l'océan. Et certains semblent mieux préparés que d'autres. Ils doivent être capables de se débrouiller seuls au milieu de l'Atlantique. C'est un défi pour lequel leurs corps sont bien équipés. Une fois sous l'eau, les jeunes sont d'excellents acrobates aquatiques. Et c'est une qualité qui leur est très utile. Les yeux sont leurs organes sensoriels les plus importants. Ces derniers sont lubrifiés grâce à l'eau de mer, ce qui leur permet de mieux voir sous l'eau que sur Terre. Leurs moustaches sont sensibles à toutes les vibrations et les conduisent auprès de leur proie. Aussi longtemps que le courant de Benguela pourvoira en nourriture les bancs de poissons le long du rivage rocailleux, ces jeunes auront toutes les chances de chasser et de devenir adultes. Et lorsqu'ils auront 5 ans, ils viendront sur les rives du Senneveld pour faire naître une nouvelle génération. Quand les pluies d'hiver cessent et que les températures du printemps commencent à augmenter, le paysage entame sa mutation. C'est alors qu'une petite fenêtre s'ouvre d'août à septembre chaque année, durant laquelle le Senneveld renaît. La vie et les couleurs s'emparent du paysage.
Les fleurs attirent les insectes qui apportent leur inestimable contribution. Et cette pollinisation permet à ce royaume floral d'exister. Et à leur tour, les insectes attirent les oiseaux. Chaque année, des milliers d'oiseaux festoient dans les champs. Et pour l'antilope du Senneveld, l'arrivée du printemps marque aussi une brève période d'abondance. Mais sa brièveté est compensée par son éclat. La famille d'élan a patiemment attendu la mutation du printemps. Et elle est rejointe par d'autres congénères pour en récolter les fruits. Les fleurs retiennent parfaitement l'eau de pluie, ce qui en fait un mets apprécié. Le blesbock passera plus de la moitié de sa journée à les paître. Le Senneveld est le seul endroit au monde où le blesbock naît spontanément. Il est donc habitué à une grande variété de plantes parmi ce biome floral. Durant cet été long et aride, le zèbre de montagne du Cap a été obligé d'abandonner ses pentes grasses préférées pour manger des feuilles et des arbustes moins nombreux. Mais maintenant, il revient dans les pâturages ouverts. La terre donne généreusement à tous ceux qui ont patiemment supporté les longs mois de sécheresse. Le printemps au Senneveld est une respiration. Le paysage, qui est pauvre et inflexible presque toute l'année, se mue en un tapis de couleurs et de vitalité. C'est un cadeau de bienvenue pour tous ceux qui ont dû endurer les étés torrides et les hivers rigoureux. Mais l'océan est la véritable épine dorsale de ceux qui vivent ici. Si la pluie se fait rare, il produit de l'humidité sous forme de brouillard. Et pour ceux qui vivent dans la mer, l'abondance des ressources assure une activité bouillonnante. Le Senneveld est une délicate interaction entre terre et océan. Et cette interrelation est quelque chose dont chaque habitant, de la plus petite plante au reptile le plus étrange, au plus charismatique des mammifères, peut profiter. Vivre ici, c'est vivre entre deux mondes
Et le résultat donne un habitat qui mêle délicatesse et hardiesse. C'est le Senneveld, entre terre et océan. Sur la côte ouest de l'Afrique du Sud s'étend un monde rigoureux et impitoyable. Les précipitations y sont rares et pour les créatures qui y vivent, c'est un vrai défi. « 10 mois par an, c'est un désert. Mais chaque année, pendant une courte période, les précipitations font naître une multitude d'espèces végétales. La terre s'ouvre brusquement pour révéler des trésors de vie. Le désert se transforme en une oasis de fleurs. Voici le Namaqualand. Situé au coin du désert du Karoo, le Namaqualand est un trésor botanique d'Afrique du Sud. Avec ses 440 000 km², il est plus grand que la Californie. Chaque année, le Namaqualand mène 2 vies. La plupart du temps, le semi-désert offre très peu de nourriture. Tout ce qui vit ici doit adapter ses besoins aux maigres ressources qui lui sont accordées. Et adopter des modes de survie fascinants pour subsister sur cette terre hostile. C'est un royaume dangereux et aride. Chaque espèce doit lutter pour sa survie. Mais ce n'est qu'une facette du Namaqualand. Les pluies hivernales font naître une toute autre terre. Une terre d'abondance. Pendant 2 mois, c'est une explosion de vie. Et les espèces qui survivent à l'été aride sont récompensées. La terre devient un refuge avec tout ce dont les espèces ont besoin. Aussi soudainement que cette terre se transforme en oasis, elle redevient un désert. Et il faut lutter pour survivre à nouveau pendant 10 mois. C'est l'autre facette de la vie au Namaqualand.
C'est l'été et le Namaqualand est très sec. Les températures atteignent 40 degrés Celsius. La terre est brûlée et des vents torrides soulèvent des nuages de poussière qui empêchent la végétation de proliférer. Mais il existe une créature qui apprécie ce que le sable du Namaqualand lui offre. C'est le roi de la vie souterraine. Enfin, dans ce cas, la reine. Les serpentaupes passent le plus clair de leur temps enterrés dans le sable et peuvent survivre à la sécheresse du Namaqualand. Cette femelle est une mère. Sa famille est petite comparée à celle des autres serpentaupes. Les femelles peuvent avoir jusqu'à 95 petits. Pour ces jeunes serpents, cette période aride est l'occasion de grandir. Ils sont indépendants depuis leur naissance. Lentement mais sûrement, un par un, ils se débarrassent de leur mue et s'aventurent hors du nid. Leurs taches disparaîtront avec le temps et ils ressembleront bientôt à leur mère. Ces jeunes serpents mangeront de petits lézards, puis des mammifères une fois qu'ils seront assez gros. Leur mère n'a plus d'obligation envers eux. Elle doit maintenant penser à se débrouiller. Les serpentaupes s'enterrent dans le sable pour se protéger de la chaleur implacable. Son museau angulaire et sa petite tête lui permettent de creuser en profondeur. Mais quand elle veut se déplacer, elle a besoin du soleil qui réchauffe son corps à sang froid. Avant de commencer à chercher un rataupe imprudent, elle sent les particules chimiques dans l'air avec sa langue fourchue. Cela va l'aider à décider quel chemin prendre pour trouver sa proie et lui éviter les dangers potentiels. Le serpentaupe n'est pas venimeux et n'a pas de stratégie de défense si un danger approche. Elle doit vivre prudemment. Elle continue ses recherches.
Le rat taupe émerge de son réseau complexe de terriers et commence à chercher un nouvel habitat. Il aime mener une vie solitaire. D'autres rats taupes ont élu résidence non loin de chez lui et il a donc décidé d'aller construire son nouvel habitat ailleurs. Tout son corps est conçu pour une existence souterraine. Ses dents en avant lui permettent de creuser la terre. Sa peau souple lui permet de se faufiler dans les terriers étroits. Ses griffes saillantes l'aident à déplacer la terre qu'il creuse. Son régime journalier est composé d'herbes, de racines et de géophytes. Ce sont des plantes à bulbes qui résistent à l'été dans le sol. Mais elles sont impuissantes face à ces bandits presque aveugles. Après de longues recherches, le rat taupe a trouvé un endroit parfait pour monter son camp et il se met tout de suite au travail. C'est un excellent mineur fait pour ce monde de sable. Ils sont de petite taille, 30 cm, mais leur habitat souterrain est immense. Certains terriers peuvent atteindre 300 mètres de long. Une fois qu'il a creusé son terrier, le rat taupe se réfugie à nouveau dans le sol. Et il a bien raison. Sur les dunes, le serpent taupe est toujours en chasse. Mais d'autres rats sont également au menu. Le rat siffleur de Brandt ne vit que dans le sud-ouest de l'Afrique du Sud, où il a dû adapter son alimentation et ses habitudes pour survivre à l'aridité du Namaqualand. Pendant les longs mois d'été, les ressources sont maigres. Donc, des groupes de rats coopèrent pour assurer leur survie. Ces rats travaillent ensemble pour construire un réseau complexe de terriers. Chaque structure peut avoir plus de 20 entrées, ce qui permet aux différents membres de la colonie de s'échapper rapidement si le danger approche. Contrairement à la plupart des rongeurs, les rats siffleurs de Brandt sont diurnes. Ils ont besoin de la lumière du soleil pour éviter leurs prédateurs nocturnes. Le seul système d'alerte qu'ils possèdent est ce sifflement fort qu'ils émettent quand ils se sentent menacés. Dès que d'autres membres de la colonie entendent ce signal, ils se précipitent dans les tunnels les plus proches. Pendant la saison sèche, ces créatures sociables résident principalement dans le sol afin d'éviter la chaleur étouffante. Mais occasionnellement, elles doivent creuser en surface. Exclusivement herbivores,
Elle mange essentiellement des plantes grasses et des bulbes en été, et tout ce qu'elle trouve quand elle creuse. Toutes les plantes qui vivent ici ont elles aussi dû s'adapter pour supporter les conditions difficiles du Namaqualand. Les arbustes ont de longues racines pour atteindre l'humidité souterraine. Les plantes grasses stockent l'eau dans leurs feuilles et leurs tiges. Mais malgré cette adaptation, elles sont sans défense face à l'appétit du rat. C'est le mois de mai. L'hiver approche. Les températures baissent et permettent aux racifleurs de rester plus souvent dehors. Dans quelques mois, ils pourront se régaler de fleurs. Mais avant que les animaux commencent à s'empiffrer, il faut qu'il pleuve. Les terres sèches et arides attendent patiemment. Puis, la pluie arrive enfin. Les précipitations annuelles au Namaqualand surviennent entre juin et juillet. L'humidité monte brusquement dans le paysage et le désert peut respirer à nouveau. Après les précipitations hivernales, la terre se transforme radicalement. Au nord du Namaqualand, ce déluge soudain est immédiatement visible. Après les précipitations hivernales, la cascade de New Woodville s'écoule rapidement. Un cobra cracheur noir se prélasse au soleil. Toute cette vie intense va lui offrir de grandes quantités de nourriture. La cascade sert de refuge pour les animaux de la région pendant les 2 prochains mois. Une pause bienvenue après les 10 mois de sécheresse. Les basses températures hivernales permettent aux plantes d'absorber l'humidité disponible. Après 10 mois de sommeil, le Namaqualand se réveille et la nature s'épanouit. Et la vie rejaillit. Les fleurs tapissent tout le désert et recouvrent le paysage d'un kaléidoscope coloré.
la région devient un véritable paradis et d'étranges et magnifiques fleurs recouvrent le désert par touches colorées. Ces plantes utilisent cette période humide pour germer et répandre leurs graines. Une fois que la terre a absorbé toute la pluie, la flore va disparaître après quelques semaines. Les graines restent enfouies dans le sol et attendent les prochaines pluies hivernales. Et le cycle recommence. Certaines restent même enfouies sous le sol pendant des années et attendent la quantité de pluie idéale qui les ramènera à la vie. Pour survivre ici, il faut de la ténacité et de la patience. Les plantes ont dû apprendre à s'adapter, mais ce n'est pas le seul aspect fascinant de la flore au Namaqualand. Ici, une telle diversité d'espèces prouve combien cette terre est exceptionnelle. Au printemps, 3800 espèces de plantes recouvrent le sol. Presque 30% de celles-ci n'existent nulle part ailleurs. Le Namaqualand est vraiment un incroyable refuge pour la biodiversité. Si les pluies hivernales font naître la vie au Namaqualand, les fleurs dépendent aussi d'autres espèces pour assurer leur survie. Que ce soit le bec des nectariniidés, la langue des mouches ou les poils des scarabées. Chaque pollinisateur joue un rôle crucial pour entretenir le jardin du Namaqualand. Si la pluie est le compost, les pollinisateurs sont les jardiniers. Il y a bien plus d'espèces de fleurs que de pollinisateurs. Donc, les plantes rivalisent entre elles pour attirer les insectes et les oiseaux et adoptent des couleurs vives et des motifs originaux. Pour ces fleurs, c'est une course contre la montre, et les plus attrayantes l'emporteront. Pour polliniser, les scarabées singes sont guidés par des signaux visuels. Ils utilisent ces fleurs non seulement comme source de nourriture, mais aussi comme lieu de reproduction. Et certaines fleurs ont évolué pour profiter de cela. Sur certaines espèces de fleurs, on peut voir de nombreuses taches noires, connues sous le nom de taches de scarabée. Ces taches sont ingénieuses, mais aussi trompeuses. Les scarabées, leurrés, gravitent autour de ces fleurs et tentent de s'accoupler avec.
Après s'être roulés dans le pollen sans trouver de partenaire pour se reproduire, les scarabées ont rempli leur fonction. Leurs nombreux poils raides sur leur corps distribuent le pollen, tandis qu'ils se déplacent de fleur en fleur. Ainsi, les fleurs ont développé une façon intelligente d'assurer leur survie. Les scarabées singes pollinisent les fleurs de leur choix. Mais d'autres insectes sont plus sélectifs. La Nemestrinidae du Namaqualand ne peut polliniser que les plantes capables d'accueillir sa langue très longue. Bien que ce membre non rétractable de 5 cm semble un inconvénient, il a au contraire un énorme avantage. Elle est l'unique pollinisateur de la fleur Meidestert à longue tige. La fleur et la mouche ont évolué en parallèle jusqu'à entretenir une relation bilatérale. La mouche ne peut accéder au nectar doux et sucré qu'à la base de la fleur, et la fleur n'a que cette mouche comme pollinisateur. Aucun autre rival. Ces mouches et ces fleurs n'existent qu'en Afrique du Sud. Bien qu'elles aient un accès privé à la fleur Meidestert, savoir les polliniser est tout un art. Avoir la langue plus longue que son corps peut être difficile à manœuvrer. Tandis que les plantes et les pollinisateurs du Namaqualand ont évolué main dans la main, une autre relation a un effet encore plus visible sur le paysage. La Gorteria diffusa est une espèce de fleur, plus communément appelée la marguerite scarabée. Cette espèce se démarque des autres fleurs du Namaqualand pour une raison particulière. Avec le temps, cette fleur orange s'est modifiée 15 fois. Mais chacune de ces variantes attire la même créature, la mouche Megapalpus. Quand les plantes se modifient, c'est habituellement pour tenter d'attirer différents pollinisateurs et accroître ainsi leurs chances d'être pollinisées. L'extraordinaire évolution de la Gorteria est unique parce qu'elle n'est pas due à une tentative d'attirer différents pollinisateurs. Bien que la fleur se modifie, elle se fait polliniser par les mêmes espèces de mouches, mais de façon différente. Une de ces variantes possède des taches en forme de corps de mouche sur ses pétales, qui incitent le mâle à vouloir s'accoupler avec elle. Il se recouvre complètement de pollen et aide ainsi à polliniser d'autres marguerites scarabées. Une autre variante de la Gorteria a adopté une stratégie très différente. Quand la mouche atterrit sur cette fleur, les pétales se referment et la capturent pour la nuit. Mais ce n'est pas un acte de prédation. La fleur fait cela afin que la mouche soit entièrement recouverte de pollen. À l'intérieur, les pétales s'assombrissent pour que la mouche soit réchauffée plus vite par les premiers rayons du soleil.
La mouche ne profite pas seulement d'un abri sûr et chaud pour la nuit, mais elle a aussi un petit déjeuner à base de pollen au réveil. Ces fleurs composent la plupart de cette nuance orangée du Namaqualand. La mouche Megapalpus est leur seul pollinisateur. Donc, si elle devait s'éteindre, la splendeur orangée du Namaqualand disparaîtrait. Le mois de septembre est une période frénétique pour les insectes du Namaqualand qui peuvent se nourrir et polliniser. Certains ont vite compris comment exploiter toute cette abondance. Des hérons garde-bœufs opportunistes suivent des troupeaux d'antilopes et mangent les insectes qui virevoltent autour d'eux. Les scorpions sont également au menu, mais leur venin peut être mortel. Heureusement, les hérons ont une façon de juger la toxicité de l'arachnidé. Plus les pinces sont grosses, moins ils sont venimeux. Les hérons choisissent donc leur plat prudemment. Même s'il n'est pas mortel, le repas peut quand même pincer. Dès que le héron a trouvé une façon pratique de le prendre, il l'avale tout entier. Son estomac, dont le taux d'acidité est élevé, le digère ensuite facilement. Les oiseaux ne peuvent pas se permettre de trop manger, sinon ils ne pourraient pas voler. Ils doivent donc digérer le repas le plus rapidement possible. De cette façon, ils emmagasinent un maximum d'énergie pour un minimum de risque. C'est une période d'abondance pour tous. Les plus gros mammifères en profitent pour élever leurs petits. Et leurs crottins aident à fertiliser les fleurs qui nourriront la faune pendant encore tout le printemps. Au Namaqualand, il existe des zones favorables à la vie toute l'année. L'arbre carquois pousse en période d'abondance. Chose étonnante, l'arbre carquois n'est en fait pas un arbre, mais plutôt le dernier ancêtre des aloès, des plantes aux feuilles grasses et en forme de rose. Dans le passé, les Bushmen utilisaient ces plantes pour fabriquer les carquois pour leurs flèches de chasse, d'où le nom. Comme tous les aloès, l'arbre carquois s'est bien adapté à l'environnement rigoureux du semi-désert. Les tiges fibreuses absorbent les pluies irrégulières, tandis qu'une fine couche de poudre blanche sur l'écorce reflète les puissants rayons du soleil.
Les feuilles grasses stockent l'humidité absorbée et le fait qu'elles soient en hauteur évite l'évaporation. Cette plante est un aloès à fleurs. Elle doit donc être pollinisée. Pour cela, elle produit de grandes quantités de nectar sucré auquel peu d'oiseaux ou d'insectes ne résistent. À 100 km au sud-ouest des champs de fleurs et des forêts exotiques, le Namaqualand dévoile encore un tout autre paysage. Une multitude de cailloux blancs jonchent le désert. Il n'y a que des plantes naines et des plantes grasses qui poussent sur le sol salin de ces champs de quartz. Ce sont des paysages miniatures, composés de plantes miniatures qui sont parfaitement adaptées à cet habitat. Le bababouji, en français le derrière de bébé, est une plante grasse qui n'existe que dans les champs de quartz du Namaqualand. Il a développé une stratégie de survie remarquable qui lui permet d'être ici chez lui. Afin de se cacher des herbivores affamés, il se mimétise avec les rochers blanc-gris qui se trouvent dans les alentours. Il n'y a pas que les plantes qui se cachent au vu et au su de tous. Ces plaines caillouteuses abritent des créatures très particulières et inhabituelles que l'on remarque souvent peu. Parfaitement dissimulée dans les champs blancs et semi-translucides, la sauterelle des roches est un maître du camouflage. Tout son corps lui permet de se dissimuler dans les champs de quartz. Certaines parties de son corps semblent même légèrement tordues pour imiter les formes imparfaites des roches. Les minuscules poils sur ses jambes adoucissent les contours de son ombre. Quand elle se sent menacée, elle peut aplatir ses antennes pour imiter encore mieux les roches. Elle est la reine du camouflage du Namaqualand. Le scolopendre de Chine à tête rouge passe au peigne fin les champs de roches à la recherche de sauterelles imprudentes et utilise la vitesse et l'endurance comme mode de prédation. Il inspecte de grandes zones en peu de temps et espère tomber sur un repas potentiel. C'est un méchant prédateur. Et il attaquera tout insecte ou animal plus petit que lui, grand de 20 cm. Dès qu'il trouve la sauterelle blessée, il mord la victime en injectant son venin et la dévore immédiatement. Contrairement à son homologue camouflé,
la sauterelle à écume empoisonnée a évolué pour se défendre. Elle se défend en mangeant certaines plantes que la terre lui offre. Elle se nourrit principalement de l'étron vénéneux et ingère ainsi les toxines en les stockant dans ses articulations. Quand elle est menacée, elle suinte ce poison en une écume mortelle. L'insecte flamboyant exhibe fièrement ses couleurs. Dans la nature, tout le monde sait que plus un animal est coloré, plus il est venimeux. Elle cherche de la nourriture dans les fleurs du Namaqualand sans peur d'être mangée. Si un imprudent prédateur tente de le faire, il va en payer le prix. Mais pour se défendre, pas forcément besoin de poison. Plus semblable à la sauterelle des roches, la Namaqua homopode marquée reste hors du danger en se cachant. Cet animal qui tient dans une poche se traîne péniblement à travers le paysage du Namaqualand. Cette tortue, qui ne dépasse pas 9 cm, est la plus petite au monde. Sa carapace plate gris-marron lui permet de se dissimuler parfaitement dans les fissures des roches. Durant les étés chauds, elle se nourrit de plantes grasses résistantes. Au printemps, elle est récompensée par des mets délicieux à base de fleurs. Elle ne se retient pas. Ces fleurs ne seront pas là longtemps. La tortue se gave de ces délices qui ne sont là qu'une fois par an. Comme beaucoup d'espèces au Namaqualand, elle ne vit nulle part ailleurs. Avec ses homologues endémiques, la Namaqua homopode marquée est faite pour prospérer dans cet environnement singulier. Au Namaqualand, les espèces se sont développées de génération en génération pour pouvoir vivre dans ce biome. Le printemps abrite l'une des transformations naturelles les plus merveilleuses au monde. Chaque année, on passe d'un désert à une oasis en un laps de temps très court. L'existence contrastée de cette terre témoigne de la capacité qu'a la nature à s'adapter et à se transformer.
passant d'une terre de famine à une terre d'abondance.